Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette seconde partie de notre interview. Madame Panahi, merci également d'être avec nous aujourd'hui pour cette seconde partie qui portera donc cette fois sur les objectifs de la SNCF. Alors, ma question portera sur vos perspectives pour le groupe. Voilà désormais un peu plus d'un an que vous êtes à la direction générale de la branche immobilière de la SNCF. Quelles sont vos perspectives pour cette branche, tout en considération du fait que la SNCF Immobilier risque d'être confrontée à un dégonflement de la bulle immobilière d'un côté et d'un autre côté à une crise des matériaux de la construction? Alors en effet, le contexte est moins marqué, le dégonflement de la bulle immobilière, je ne sais pas s'il y en aura un. Oui. En revanche, ce que l'on constate, ce sont la succession des crises auxquelles on assiste aujourd'hui, crise climatique, crise sanitaire, crise géopolitique. Et donc face à l'ensemble de ces crises, une chose est sûre, c'est que le groupe SNCF est pleinement conscient de sa responsabilité environnementale et sociale et a donc développé une stratégie en faveur notamment de la décarbonation des mobilités avec, c'est le fameux x2, oui. Puisque notre objectif, c'est de doubler la part modale du train d'ici 2030. D'accord. Aussi bien pour les voyageurs que pour les marchandises. Et donc, dans cette perspective-là, tout l'enjeu pour la branche immobilière, c'est précisément de valoriser le foncier qui est situé à proximité des gares pour améliorer le contact entre nos concitoyens et l'usage du ferroviaire. Donc, plus on va concentrer les activités autour des nœuds de transport, qu'il s'agisse des activités tertiaires ou qu'il s'agisse des logements, oui. Plus on facilitera l'usage du train et donc plus on contribuera à la décarbonation des mobilités. Et en plus de cela, plus on valorise ces fonciers à proximité des gares, moins on va être amené à imperméabiliser des sols en périphérie des villes. Et donc, ça permet aussi de lutter en faveur du ZAN, du zéro artificialisation nette, puisque chaque année en France, comme vous le savez, on a encore 20 à 30 000 hectares de foncier qui s'imperméabilisent malheureusement, alors même qu'on doit faire face au dérèglement climatique et essayer de favoriser la biodiversité et lutter contre les îlots de chaleur en ville. Absolument. Et alors, vous évoquiez il y a quelques instants le ZAN, sur lequel j'aimerais revenir. Donc, le ZAN qui est donc issu de la loi climat et résilience de 2021 et qui porte un objectif clair et ambitieux dans un calendrier très court, qui est celui d'attendre à l'horizon 2031 une réduction de 50% donc de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour arriver jusqu'à une consommation à zéro net en fait en 2050. Donc c'est un objectif clair et ambitieux, comme je vous le disais, qui va, je pense, vous d'ailleurs, comme pour tous les acteurs de la fabrique de la ville, vous contraindre à repenser vos stratégies, surtout en termes de raréfaction du foncier, qui se fera de plus en plus. Alors, est-ce que cette question est une question qui est d'ores et déjà prise en considération par la SNCF Immobilier dans le cadre de vos prochains projets, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît justement suffisamment lointain pour que ça puisse ne pas encore être pris en considération dans vos réflexions? Alors en fait, nous, on est pleinement dans le cœur du sujet, puisque notre foncier présente un atout majeur, c'est celui d'être, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est celui d'être déjà très largement imperméabilisé, artificialisé, voire même assez pollué. Et donc à chaque fois qu'on transforme nos friches ferroviaires en nouveaux quartiers, on est amené à reperméabiliser des sols qui avaient été imperméabilisés, donc en œuvre en faveur du ZAN. Utiliser le foncier ferroviaire, mobiliser le foncier ferroviaire, c'est contribuer pleinement à l'objectif du ZAN, plutôt que d'aller imperméabiliser des sols qui ne le sont pas encore. Donc c'est vraiment un atout du point de vue de la loi climat et résilience. C'est pas forcément un atout d'avoir des sols pollués. Finalement, on réduit la dénaturation des sols, finalement, en transformant des zones ferroviaires en zones urbaines.
si je comprends Exactement. bien. C'est Et ça. on a pleinement intégré cet objectif de ZAN dans nos projets, puisque non seulement on utilise du foncier qui est déjà imperméabilisé, Ouais. mais on ne se contente pas de le laisser imperméabiliser, on profite de nos opérations pour reperméabiliser des sols Ouais. qui ne l'étaient plus. D'accord, Et donc, oui, dans oui. chacun de nos programmes, en général, on essaye de prévoir au moins un tiers voire 50% de sols reperméabilisés, de sols qui sont à nouveau revégétalisés en pleine terre. Et donc, ça permet, notamment quand on est en zone dense urbaine, de pouvoir D'accord. lutter en faveur, de lutter contre les îlots de chaleur et de revégétaliser des espaces qui étaient pollués. D'accord. Justement, pour vous reprendre, Madame Panahi, on a vu que la SNCF Immobilier aujourd'hui s'intéresse plutôt dans l'énergie solaire en fait. Sur des terrains non utilisés, vous commencez à installer des centrales photovoltaïques. Mais pourquoi aujourd'hui la SNCF Immobilier du coup s'intéresse à l'énergie solaire? Pourriez-vous nous expliquer ça, s'il vous plaît? Alors, je crois que ce n'est pas juste aujourd'hui. Ça fait effectivement, il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent aux énergies non fossiles depuis un moment. Parce que ça fait quand même 40 ans que le GIEC alerte sur l'urgence climatique auquel on est confronté maintenant, on est au pied du mur. La question de l'énergie prend en plus tout son sens dans le contexte actuel, avec l'envolée des prix de l'énergie, avec le besoin aussi d'indépendance énergétique de la France. Et donc, nous avons été, ça fait déjà quelques années, nous avons été amenés à travailler sur la mobilisation de notre foncier en faveur de la production d'énergie non fossile. C'est ainsi qu'on a identifié un certain nombre de fonciers sur lesquels on a travaillé à des projets de fermes solaires et on a créé des parcs photovoltaïques qui nous permettent de pouvoir améliorer, on va dire, l'indépendance énergétique de la France. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on a été un petit peu en avance de phase par rapport au contexte qu'on vit aujourd'hui. Et donc, on va accélérer davantage encore. Par rapport On a été amené, c'était pas plus tard qu'il y a quelques jours, à inaugurer justement une ferme solaire au Mans. Sur un foncier qui appartenait à notre filiale, la SA Réseau. Ça permet, c'est l'équivalent de la production pour à peu près 5000 foyers électriques. Et quand on sait que le groupe SNCF est sans doute l'entreprise industrielle la plus grosse consommatrice d'électricité, c'est à peu près 10% de la consommation d'électricité industrielle en France, on a tout intérêt à mobiliser notre foncier qui devient désormais stratégique justement pour pouvoir déployer des projets en faveur de l'énergie photovoltaïque. Justement, arrivez-vous à mener à bien les projets actuellement dus à la crise Covid qui nous a attaqués depuis quand même de bonnes longues années là, depuis septembre 2021? Il y a pas mal de promoteurs immobiliers, de constructeurs immobiliers qui sont aujourd'hui vraiment en difficulté pour la finalisation de leur chantier et surtout par rapport à la pénurie des matériaux et le coût des travaux qui ont vraiment augmenté de manière considérable. Aujourd'hui, il y a des devis qui ont augmenté de 25 à 30%. Il y a certains matériaux aujourd'hui, par exemple l'acier et l'aluminium, qui ont pris quand même une marge de plus 100%, le bois de construction de chauffage plus 95%. Est-ce que vous, aujourd'hui, quand même, vous êtes la SNCF Immobilier, je sais que vous avez pas mal de constructions, de chantiers, arrivez-vous à mener en même temps en se concentrant sur l'énergie solaire? Comment faites-vous? Expliquez-nous. On essaye d'être sur tous les fronts à la fois. Exactement. Super-héros de l'immobilier. Mais en même temps, les économies que l'on fait sur certains fronts nous permettent de compenser, de combler les dépenses supplémentaires qu'on peut avoir sur d'autres fronts. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut être sur tous les fronts à la fois. Évidemment qu'on est aussi impacté par l'inflation, par l'envolée des prix des matières premières, de l'énergie, les problèmes d'approvisionnement. On a la chance de pouvoir négocier des achats et de pouvoir retravailler aussi à nos filières d'approvisionnement. Donc c'est vraiment un travail important auquel on s'est attelé, mais on est confronté aux mêmes difficultés que tout le monde. Et du coup, ma prochaine question serait exactement quelles sont, selon vous, vraiment les grandes difficultés auxquelles la SNCF Immobilier va-t-elle être confrontée ces prochaines années, en fait? Comment percevez-vous plutôt le futur?
Pour ce qui concerne la branche immobilière en particulier, la principale difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, c'est le modèle économique de la valorisation foncière. On est l'un des plus grands propriétaires fonciers et donc on a la possibilité de mobiliser ce foncier parce qu'on est conscient de notre responsabilité environnementale et sociale, sauf que pour mobiliser ce foncier, il faut qu'on y soit incité aussi économiquement. Exactement. Et la principale difficulté, c'est que toute la valorisation foncière repose aujourd'hui sur le paradigme de la période de reconstruction d'après-guerre. Il s'agissait, après la Seconde Guerre mondiale, de reconstruire le pays, de reconstruire la France, et donc le foncier avait de la valeur dès lors qu'il était constructible. Plus un terrain est constructible, plus il vaut cher. En revanche, si vous voulez faire un espace vert sur votre foncier, aujourd'hui, il vaut plus grand-chose. Alors même que dans un contexte de transition écologique et d'urgence climatique, on a besoin plus que jamais, sans doute, d'utiliser et de mobiliser ce foncier pour en faire des espaces verts et pour créer de la valeur environnementale. Sauf que cette création de valeur environnementale, elle n'est pas du tout intégrée dans la valorisation foncière. Et donc, il nous faut pouvoir intégrer dans la valorisation foncière sa capacité à créer de la valeur environnementale. Parce que quand vous créez un espace vert sur du foncier, vous créez de la valeur, non seulement de la valeur environnementale, mais vous créez en plus de la valeur économique, sauf que cette valeur économique, elle est captée par tous les propriétaires qui sont situés autour du parc que vous allez créer sur votre foncier. Ouais. Et donc c'est une question de répartition de la valeur. Alors il peut y avoir différentes solutions pour pouvoir traiter cette question de valorisation foncière. On peut imaginer des solutions fiscales. C'est un peu ce qui a été fait, par exemple, avec la Société du Grand Paris, qui est financée par une taxe qui a été prévue par la loi qui a créé la Société du Grand Paris, considérant qu'à chaque fois qu'on allait créer une gare, la gare allait permettre aux biens immobiliers situés autour de la gare de prendre de la valeur. Et donc tous les propriétaires fonciers situés autour des gares sont amenés aujourd'hui à contribuer financièrement à travers une taxe à la création, au financement du Grand Paris Express. On pourrait imaginer ce type de fiscalité, mais je ne suis pas sûre que dans le contexte actuel, avec l'inflation et avec la situation économique et sociale, il soit pertinent de proposer des pistes fiscales. Donc après, il y a d'autres pistes, soit de compensation environnementale, soit celle qui me semblerait la plus appropriée, c'est celle des quotas de CO2. Parce qu'à chaque fois que vous créez un espace vert sur votre foncier, finalement, vous créez un puits de carbone qui peut être financé par les industries polluantes qui, aujourd'hui, sont soumises au certificat d'économie d'énergie. Et c'est cette solution-là qui nous semblerait la plus pertinente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait changer complètement de modèle de valorisation foncière de manière assez disruptive pour quitter l'ancien modèle qui était celui de la période de reconstruction d'après-guerre, qui incitait à construire et à consommer du foncier, pour amorcer une nouvelle ère, qui est l'ère de la sobriété foncière, qui est l'ère de la transition écologique, et qui va nous permettre de pouvoir utiliser le foncier pour créer de la valeur environnementale. Et du coup, l'énergie solaire est un de vos éléments importants dans lequel vous qui peut effectivement être intégré aussi dans cette valorisation. Absolument. Exactement. Il est temps de changer complètement de modèle et de faire évoluer le corpus législatif et réglementaire pour travailler à ce que sera la ville de demain. On ne peut pas construire la ville de demain dans le contexte d'aujourd'hui, de transition que l'on vit aujourd'hui, avec les multiples crises auxquelles on fait face, avec le même modèle que celui qui nous a permis de construire les villes pour répondre à la période de reconstruction d'après-guerre. On voit bien que le schéma est complètement différent et que donc il faut que les solutions soient complètement différentes et il faut faire évoluer complètement toute la législation, tout le corpus législatif et réglementaire. Il y a un autre exemple que je cite assez régulièrement aussi, qui est celui de la loi MOP, la loi sur la maîtrise d'ouvrage public et sa relation avec la maîtrise d'œuvre privée, qui date des années 80, et qui là aussi base la rémunération des maîtres d'œuvre et des architectes sur, donc c'est un prorata du montant des travaux qu'ils préconisent.
Ça, c'était valable dans une période où il s'agissait de construire, donc c'était assez incitatif pour les maîtres d'œuvre pour proposer des travaux assez conséquents. Aujourd'hui, on voit bien que la qualité d'un projet, elle est essentiellement basée sur la performance énergétique des bâtiments, sur leur performance environnementale, sur la capacité d'un projet à reconstruire un bâtiment sur lui-même plutôt que de démolir et reconstruire complètement. Donc ce sont plutôt ces critères-là qu'il faudrait intégrer dans la loi. Donc on voit bien, c'est tout le modèle de la fabrique urbaine qu'il faudrait faire évoluer et c'est ça la principale difficulté à laquelle on se retrouve aujourd'hui. J'aurais une question, c'est une comparaison, parce que quand même, il y a environ une douzaine d'années, vous étiez aussi DG de la De facto pour le quartier des affaires de la Défense. Et aujourd'hui, vous êtes quand même DG de la branche immobilière à la SNCF. Et comment voyez-vous l'évolution de ce qui a été fait aujourd'hui par rapport aux avancements quand vous étiez en 2010 DG de la De facto et aujourd'hui DG de la SNCF Immobilier, avez-vous vu entre-temps, quand même, sur ces 12 années, une grande évolution sur la branche environnementale et écologique dans lequel on investit au niveau, pas que pour la SNCF, mais au niveau général, je me pose la question. Oui, bien sûr. Alors, j'ai vu l'évolution de la fabrique de la ville. Quand j'ai commencé jeune ingénieur, effectivement, j'ai travaillé sur la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et à l'époque, effectivement, ceux qui avaient créé la ville nouvelle, ex nihilo, parce que c'était les villes nouvelles, c'était tout le projet de l'ouvrier en 58 qui consistait à contenir l'étalement de l'agglomération parisienne de manière polycentrique en créant plusieurs centres. Qui normalement devaient être desservis par les transports en commun et avec des objectifs très quantitatifs, un emploi par habitant, etc. Exactement. Voilà. Ceux qui avaient construit ces villes les avaient essentiellement construits sous l'angle des infrastructures, des bâtiments. C'était vraiment, on avait l'impression d'être à la bataille navale puisque même les voies de la ville nouvelle étaient appelées par des numéros. C'était la voie R12, la voie E2 et quand on regardait, j'avais demandé mais pourquoi est-ce qu'elle s'appelle comme ça? Quand on regardait sur un plan, c'était la voie qui était dans la case située sur la ligne R et en colonne 12. C'est comme ça que s'étaient construites les villes. Et donc cette approche des villes sous l'angle essentiellement des infrastructures par les architectes, les urbanistes, pose ses limites et on le voit bien, la Défense, puisque vous citez le quartier d'affaires de la Défense, c'est sans doute l'exemple poussé à son extrême de la charte, l'illustration de la charte d'Athènes de Le Corbusier, avec justement cette séparation des fonctions. Avec les flux véhicules fluides qui passent sous la dalle, les piétons sur la dalle et cette séparation des fonctions au point d'avoir créé un quartier entier dédié aux affaires, au travail. C'était vraiment à l'époque où on avait les cités dortoirs et puis les quartiers dédiés au travail. Aujourd'hui, on voit bien que progressivement, on a évolué et que cette ville conçue sous l'angle des infrastructures est vécue de plus en plus comme une forme de machine infernale que ses habitants ont du mal à supporter et qui recherchent plutôt les espaces verts, des projets qui soient moins dans la minéralité et davantage végétalisés, qui recherchent aussi des espaces qui soient davantage marqués par la mixité des fonctions. Et donc tout le travail qu'on avait initié à l'époque et qui est poursuivi encore aujourd'hui sur le quartier de la Défense, c'est précisément de transformer le quartier d'affaires en un quartier de vie. On a un lieu agréable à vivre qui soit animé 24 heures sur 24 et pas que pendant les horaires de travail, 7 jours sur 7, et qui aujourd'hui deviennent l'un des premiers quartiers post-carbone qui tiennent en compte justement pour pouvoir répondre aux enjeux de transition écologique qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on arrive à faire évoluer la recomposition et la fabrique urbaine pour intégrer les nouveaux enjeux. Alors, Kartiane évoquait donc, il y a quelques instants les difficultés auxquelles le groupe, la branche immobilière du groupe pourrait être confrontée. J'aimerais en évoquer deux autres. Et j'en suis désolée, mais deux autres qui font pas mal parler d'elle ces derniers temps. La première étant la remontée des taux d'intérêt qui pourraient avoir de lourdes conséquences à la fois pour les promoteurs et les investisseurs sur des projets immobiliers qui très souvent sont des projets à budget assez important et donc forcément une augmentation ne serait-ce que de 0,1, 0,2 ou même 0,3% des taux d'intérêt, c'est tout de suite beaucoup d'argent. Est-ce que cette question-là est une question
déjà intégré dans vos prévisions ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est encore bien trop prospectif pour être considéré dans vos réflexions? Oui, la question des taux d'intérêt, elle est déjà intégrée. On a la chance d'avoir contractualisé, comme tous les acquéreurs de biens immobiliers aujourd'hui qui ont eu la chance de contracter des prêts à taux fixe. Il y a des taux très avantageux. Voilà, nous aussi, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de conditions intéressantes. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, le vrai sujet, il est plus dans le modèle économique que dans la question des taux d'intérêt. C'est vraiment quel est le modèle économique de valorisation foncière qui va nous permettre de pouvoir utiliser nos fonciers pour faire à la fois de l'écologie, des espaces de renaturation, mais aussi du social, des logements sociaux et de boucler le modèle économique. C'est vraiment ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de répondre à ce triptyque, comment concilier, parce qu'il ne faut surtout pas les opposer, on a tendance parfois à opposer écologie et social, et on a vu parfois, ça a pu avoir des conséquences difficiles quand on n'a pas accompagné certaines mesures en faveur de la transition écologique par des mesures d'accompagnement social. Et donc, nous, on essaye, autant que faire se peut, de concilier tous les enjeux, même quand ils peuvent paraître comme des injonctions contradictoires. Donc, de trouver un modèle économique qui permette de concilier le social et l'écologie. Et c'est vraiment ça, le prioritaire, c'est de changer le modèle de valorisation de la même manière qu'on intègre désormais de plus en plus des indicateurs extra-financiers qui permettent de tenir compte de la capacité d'un projet à être vertueux en matière de décarbonation. Autrefois, quand on comparait les projets les uns avec les autres dans les comités d'engagement, on comparait avec des indicateurs purement économiques. Aujourd'hui, on essaye d'intégrer des coûts d'abattement de carbone, où on intègre ce qu'on appelle le prix interne du carbone. Donc, on valorise la capacité d'un projet à être plus vertueux, quitte à ce qu'il coûte un peu plus cher. Mais s'il permet de décarboner davantage, ça va vraiment une période d'apporter quelques investissements supplémentaires. On est vraiment à une période où les considérations se diversifient pour les promoteurs, pour tous les constructeurs d'une façon générale. Et alors, la deuxième problématique que je souhaitais aborder avec vous est celle de l'immobilier de bureau. Donc on sait que la SNCF Immobilier inclut très souvent la création d'espaces de bureaux dans ses projets. Et j'en veux pour exemple un très récent projet qui a vu le jour en 2022, qui est celui de la Chapelle Internationale, donc dans le 18e arrondissement de Paris, et qui compte près de, alors sur une surface de 150 000 m², ce qui est quand même énorme, près de 33 000 m² de bureaux. Alors, on sait que l'immobilier de bureau, généralement, c'est quelque chose qui a tendance à dépendre fortement de la santé de l'économie. Et donc, pendant les périodes de crise, les entreprises réduisent souvent leurs coûts, soit donc en licenciant malheureusement, ce qui les amène à avoir besoin de moins d'espace, soit, alors on l'a très récemment vu avec la crise sanitaire, en privilégiant le télétravail, qui les amène également à avoir besoin de moins d'espace. Comment avez-vous des difficultés, ressentez-vous des difficultés justement à vendre tous ces nouveaux espaces de bureaux qui viennent tout juste d'être créés et qui, je pense, ont été pensés bien avant la crise sanitaire et bien avant toutes les difficultés auxquelles nous sommes face aujourd'hui? Alors, d'une part, il y a quand même des secteurs, des territoires géographiques où l'immobilier de bureau continue de se maintenir pleinement. C'est le cas dans Paris Intramuros, où l'immobilier de bureau continue de battre son plein. Mais ceci dit, vous avez entièrement raison. C'est vrai qu'on pourrait imaginer, avec le resserrement de l'empreinte tertiaire des entreprises, s'interroger en tout cas sur l'avenir de l'immobilier de bureau. C'est ce qui nous conduit aujourd'hui, dès la conception des projets, à prévoir des projets qui soient réversibles. La réversibilité, c'est vraiment un facteur très important dans la résilience des projets et notre capacité à pouvoir construire des villes qui soient plus sobres et plus résilientes pour résister aux crises et aux transformations qu'on n'anticipe peut-être pas forcément encore aujourd'hui. C'est vrai qu'on est dans une période de transition et avec des incertitudes. Et donc, le mieux, c'est d'essayer d'anticiper cette réversibilité. C'est la raison pour laquelle, y compris sur un projet comme celui de la Chapelle Internationale que vous évoquiez, on a des espaces qu'on a créés, qu'on a appelés les SOHO,
Oui. Voilà, exactement. Qui sont d'ailleurs complètement réversibles. Et c'est ce qu'on prévoit dans la plupart de nos projets où on a des projets qui sont réversibles, bureaux, logements et inversement. Et on le prévoit dès la conception des projets. D'accord. On a d'ailleurs oublié de demander à la régie de faire passer le petit graphique portant sur la location de bureaux en Ile-de-France. Mais bon, ce sera mis au montage, c'est pas grave. Et effectivement, donc vous évoquiez la réversibilité, qui est quelque chose de très actuel. Le premier permis sans destination a d'ailleurs été déposé il y a quelques mois, si je ne me trompe pas. C'est quelque chose tout à fait, sur le quartier d'affaires de la Défense. Absolument, donc c'est quelque chose de tout à fait novateur qui n'avait jamais été vu auparavant, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous en général, pour les personnes, pour les acteurs de la fabrique de la ville. Absolument, vous avez entièrement raison, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'à droit constant, aujourd'hui, chacun essaye, en fonction des compétences qui sont les siens, chaque acteur essaye de trouver la solution qui permette d'intégrer au mieux les enjeux de résilience, de sobriété, qui sont ceux de la période que l'on vit aujourd'hui. Mais pour éviter que ce soit chaque acteur qui soit obligé de composer dans son coin et qui essaye de trouver une solution, c'est ce que fait par exemple la ville de Paris avec le PLU bioclimatique. Il essaye aussi de trouver une solution pour tenir compte des externalités positives des projets. C'est ce que fait Grand Paris Aménagement quand il fixe le prix et qui sélectionne justement les offres en fonction de leur qualité environnementale. C'est ce que chaque acteur essaye de faire à droit constant dans son périmètre, mais que l'on pourrait accélérer davantage encore en révisant complètement le corpus législatif et réglementaire et en permettant de mieux tenir compte de ces enjeux de réversibilité, de résilience et de transition écologique. Très bien, écoutez, merci beaucoup Madame Panahi d'avoir répondu à toutes nos petites questions. On va maintenant pouvoir apprécier tout ça sous un angle beaucoup plus pratique en parlant d'un projet très actuel qui est le projet Les Messagers et que nos collègues vont pouvoir continuer à vous expliquer. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Panahi.